Alors nous avons le grand plaisir de recevoir messieurs Jean Chalopin et Bernard Derriès, qui sont donc les créateurs des Mystérieuses Cités d'Or. Merci d'accepter de témoigner pour cette conférence. Nous allons donc parler des 30 ans des Mystérieuses Cités d'Or. 30 ans déjà. Oui, 30 ans que nous étions... il y a 30 ans, on était encore à Tokyo, en train de produire la série. C'est vrai qu'à l'époque, on ne connaissait pas tous les fans qui ont aimé cette série. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir et ça fait quand même plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on a découvert des visages derrière un peu tout le public de l'époque. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de sondage à l'époque. On ne pouvait pas savoir si ça marchait ou ça ne marchait pas. La chaîne recevait plus ou moins de courriers. Et c'est comme ça qu'on savait que ça marchait quand même un peu, les Cités d'Or. Et aujourd'hui, enfin je dois dire même depuis 10-15 ans, on est quand même content de faire connaissance de tous ces fans. Est-ce que vous... Pouvez-vous nous expliquer concrètement quand et comment a démarré cette grande aventure? Là, je pense que Jean serait mieux placé que moi pour... C'est lui qui a démarré, qui a les contacts avec les Japonais. Oui, j'allais dire un peu par hasard, c'est comme toujours. Nous étions au Japon pour explorer comment produire Ulysse 31, qui était un projet complètement fou à l'époque, parce que ça ne s'était jamais fait. Il n'y avait pas de cases horaires sur les chaînes de télévision, il n'y avait pas de budget. Quand on est arrivé, on a dit on va produire Ulysse 31, tout le monde nous a regardé comme des fous. Nous étions fous d'ailleurs, c'est l'éloge de la folie ici. Et au Japon, une rencontre avec un monsieur extraordinaire qui s'appelle Mitsuru Kaneko. Et donc avec ce monsieur, nous avons développé les Cités d'Or, c'était l'idée. D'ailleurs, il y a un point commun énorme entre Ulysse 31 et les Cités d'Or, personne ne se rend compte vraiment, c'est dans les deux cas, il y a un alibi culturel. À l'époque, les chaînes de télévision, NHK au Japon, en France c'était l'ORTF, il fallait un alibi culturel pour faire quelque chose pour les enfants. Donc Ulysse 31, c'est bien sûr l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée dans l'espace, la transposition de la mer Méditerranée vers l'espace, et pour les Cités d'Or, eh bien, c'était à la fin l'éducation, mais on est parti d'un livre qui était un livre de Scott Odell, un livre très sérieux, et c'est ce livre qui nous a permis de nous inspirer, de nous envoler vers l'imaginaire. Voilà. Et alors, comment vous êtes rendu compte que cette série avait finalement un succès avec les années et qu'il y avait une possibilité de faire une suite? Qu'est-ce qui vous a amené à cette suite, justement? Pouvez-vous expliquer tout l'historique un peu de ça? Ouais, comme Bernard l'a dit, je vais rendre hommage aux fans parce que à l'époque, on ne s'est pas du tout rendu compte qu'on faisait quelque chose qui allait avoir une telle existence. On ne s'est pas rendu compte, on l'a fait avec tout notre imaginaire, avec toute notre passion, mais on ne s'est pas rendu compte du tout de ce qu'on faisait, de ce qu'on était en train de créer. Et c'est un peu le retour, l'image, le miroir qu'on a eu grâce au public, grâce aux fans, qu'on a eu envie de continuer. Mais entre deux, les droits avaient éclaté tout autour du monde, dans différents endroits. Il nous a fallu un peu plus de 12 ans pour récupérer les droits. Et donc une vraie bataille. Certains ont participé à cette bataille, Bernard doit se rappeler de ça, ça a été très très difficile. C'était éparpillé un peu partout. Et c'est vraiment le soutien, la croyance des fans, les sites qu'on a reçus, la présence de gens comme vous ici qui nous ont contactés il y a une dizaine d'années. Je pense que Rui, on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans. Hein. Et cette croyance, mais il faut que vous fassiez quelque chose, il faut vous retrouver les droits, il faut faire une autre série, etc., qui nous a permis de continuer. Moi, je suis dans un autre métier, Bernard ne fait plus tout à fait la même chose non plus. Et donc, c'est le support extraordinaire de fans dans plein de pays, pas seulement en France, qui nous a permis de continuer. Avant de revenir un petit peu plus sur la nouvelle série, on aimerait aussi comprendre par rapport à la première série, qui vise principalement les trentenaires, mais pas que, comment s'est passée, entre guillemets, la cohabitation avec les Japonais. Est-ce qu'il y a eu des compromis? Est-ce que vous avez dû apprendre le japonais? C'est quand même assez intriguant. Je ne l'ai pas appris à cause de ça, j'ai appris le japonais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient français au Japon, donc à part les missionnaires, il fallait apprendre le japonais. Toute notre équipe était japonaise, donc à part Bernard, Bruno Bianchi, qui était le réalisateur d'Inspecteur Gadget, et moi, il n'y avait pas de français. Donc on parlait français peu, le japonais était la langue d'usage.
avait des traducteurs au début, puis très vite, pour moi, c'était pas facile, donc je me suis mis à apprendre le japonais, mais c'était surtout ça. Bien sûr, les rencontres culturelles. J'ai pas eu ce courage. C'est très difficile. La langue japonaise, c'est une langue très difficile. Mais vos enfants ont appris le japonais? Un peu, oui. D'accord. Mais pour nous, c'était une rencontre culturelle, surtout, c'était très important. On était arrivé avec notre passion, notre vision. On n'était pas vraiment professionnels à l'époque. On faisait des films institutionnels et des films publicitaires. Et apprendre de faire des séries, on a appris énormément de choses au Japon. Donc, Bernard le disait tout à l'heure, et pour lui, il a changé son point de vue de réalisateur. Moi, j'ai changé mon point de vue d'écriture. Ça nous a influencé énormément. Donc, on est rentré dans une culture, et le mixage culturel entre la culture française ou européenne, disons, et japonaise nous a permis d'aller aux États-Unis ensuite avec une nouvelle image. Vous voyez, ce que les gens appellent encore aujourd'hui le style Dick, ça a été créé, c'était un mélange entre une vision imaginative française et une association culturelle japonaise. Oui. Et c'est un travail ensemble, c'est-à-dire que ce soit avec Kaneko, que ce soit avec Araki, que ce soit avec tous ces gens, il y avait vraiment une cohésion. Est-ce que de temps en temps, dans les créations, il y a des conflits? Bien sûr, il n'y a pas des conflits au sens conflit armé, mais il y a des oppositions, des visions différentes. On a plein d'histoires et d'anecdotes sur des couleurs chaudes, couleurs froides. Bernard doit se rappeler de ça, parce que bon, c'est pas la même chose d'un pays à l'autre. On avait des séances entières de discussion sur la couleur du pantalon d'Esteban. Enfin, c'est vrai. Chacun avait son opinion et chacun avait sa version d'une couleur. Donc il fallait trouver un compromis qui satisfasse tout le monde. Mais c'est vrai que les réalisateurs japonais, moi, m'ont appris énormément sur le plan du métier, sur la mise en scène. Et eux-mêmes avaient appris beaucoup, me disait-il, avec le cinéma français. Donc toute la mise en scène du cinéma français des années 40 à 50 était pour eux très importante, et ils avaient tiré beaucoup d'enseignements de ce cinéma-là, parce que pour eux, le dessin animé, c'était du cinéma. C'était pas quelque chose comme aux États-Unis à l'époque, qui était pour la famille, pour les enfants, pour la famille. C'était pour eux mise en scène de façon cinématographique. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et plus tard, comme disait Jean, quand on est allé aux États-Unis, on a imposé là-bas, on a changé un peu le style, qui était jusqu'à maintenant un style Hanna-Barbera, c'est-à-dire une mise en scène très latérale avec Scooby-Doo qui va de gauche à droite et de droite à gauche. Et là, on a amené une mise en scène japono-française, nippon-française. On a amené une mise en scène nouvelle, et ce qui fait que les Américains ont beaucoup apprécié cette nouvelle façon de mettre en scène les dessins animés. Pour corroborer ce que dit Bernard, on avait à l'époque, quand on est arrivé aux États-Unis, le style d'animation, c'était des cellos qui étaient animés, comme dit, de gauche à droite, la caméra était fixe, il n'y avait pas de mouvement de caméra. Au Japon, c'était le contraire, il y avait énormément de mouvements de caméra pour compenser la pauvreté de l'animation, parce que le budget était beaucoup plus faible. Nous, on a mélangé les deux. Donc ça a quand même donné un style tout à fait intéressant. C'était après voulu, je veux dire, c'était quelque chose de maîtrisé. C'était pas que pour faire des économies. Enfin, c'est parti comme ça, et ensuite c'est devenu vraiment un style, celui qu'on apprécie tous aujourd'hui. L'influence du cinéma français, Monsieur Kaneko, qui est toujours notre ami et qui est avec nous dans ce qu'on fait, qu'on continue à faire, qui est un monsieur plus âgé, qui a 72 ans aujourd'hui, il est en train d'écrire un livre sur la mise en scène française. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui continue à l'inspirer, il continue à exister. Donc il y a une grande cohabitation culturelle entre l'Europe et le Japon pour ça, et entre la France particulièrement. Alors aujourd'hui, 30 ans après, on se rend compte que cette série finalement a une espèce d'aura un peu particulière, au point que vous êtes amené à produire une suite, au point que cette série se retrouve dans une exposition au musée des Arts Asiatiques, au musée Guimet à Paris. Comment vous expliquez ce succès? Quelles sont selon vous les recettes entre guillemets qui font que cette série plaît à autant de monde? D'abord, si je le savais, j'en ferais d'autres, je ne sais pas. Alors, je crois que le succès, c'est un peu mystérieux, c'est un plat avec une petite dose de magie, et on ne sait jamais vraiment pourquoi ça se fait. Parce que si tout le monde avait la recette du succès, tout le monde en ferait tout le temps. Donc il y a un moment donné où la mayonnaise prend. On fait quelque chose, on y met son cœur, sa passion, et on ne sait pas pourquoi. Il y a cette petite poudre de perlimpinpin qui fait que ça marche. Et je crois que ça a été vrai pour les Cités d'Or, ça a été vrai pour un certain nombre de choses, pas pour tout. Et il y a aussi, excusez-moi de vous couper, mais il y a aussi des produits, des films qu'on fait avec le cœur, en y croyant beaucoup, et qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas, bien sûr. C'est toujours bien surprenant. Sûr. Et je crois que malheureusement, on ne sait pas d'avance. Alors, qu'est-ce qui nous a fait de continuer? Je vous ai dit tout à l'heure, c'était la passion, le support des fans, du public, la volonté de faire quelque chose d'autre.
une grande peur de notre côté pour Bernard et moi, parce que vous avez dit produisez, on n'est pas les producteurs. La production de la nouvelle série est faite par une société qui s'appelle Blue Spirit. Et donc nous sommes, nous, ce que Bernard dit tout le temps, les gardiens du temple, c'est-à-dire qu'on est là pour s'assurer qu'il y a une continuité aussi bonne que possible. Mais c'est très clair qu'il y a toujours une différence entre ce qui a été fait à l'époque et ce qui va être fait aujourd'hui. Donc nous, on essaye de maintenir ce que l'on croit est la bonne version, la bonne solution pour continuer, pour développer le même esprit, pour avoir la continuité du succès, pour satisfaire nous-mêmes et les fans. Je crois qu'on est du même bord là-dessus. Mais c'était certain qu'on va toujours avoir quelque chose qui va être à 10% différent. Il y aura une différence. Et je prenais tout à l'heure un exemple à un monsieur qui est cuisinier. Je lui disais, c'est comme un plat. Vous êtes chef de cuisine, vous apprenez à quelqu'un d'autre qui est aussi un chef de cuisine à faire un plat que vous faites formidablement bien, que tout le monde adore. Ce sera la même chose, avec une petite différence. Et je crois que c'est la même chose. Donc il faut accepter cette différence, ou alors il ne faut rien faire. Nous, on a eu quand même peur au départ que la différence soit trop grande. Grâce au travail, à la collaboration avec Blue Spirit, qui a quand même été très proche, grâce à TF1, parce que beaucoup de gens sur les sites ont critiqué TF1, et je crois que ce n'est pas juste de jeter la pierre à TF1. Je pense que TF1 nous a beaucoup aidés, beaucoup soutenus. Je pense qu'on a réussi à faire que la nouvelle série est quand même une vraie continuité de la première série, avec le même esprit. Alors le rythme a changé, c'est certain que le rythme a changé parce qu'on n'est plus la même époque, mais on a une continuité assurée et en ce qui me concerne, assez content quand même de tout ça. Je pense qu'à l'époque, si on a vu cette technologie, on s'en serait servi, comme aujourd'hui. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ça ressemble le plus possible à un film, à un long métrage. On faisait une série dans l'esprit du cinéma. Donc je pense qu'ils ont quand même respecté la continuité de cette série et on a surveillé de près les personnages avec Jean. Et je crois que, enfin, nous, on est quand même relativement satisfaits de cette espèce de passage qu'il y a eu entre une équipe d'il y a 30 ans et puis celle d'aujourd'hui, surtout composée d'anciens fans. Alors à propos d'ingrédients du succès, il y a 2 points fondamentaux sur les Mystérieuses Cités d'Or qui sont la musique et le doublage. Et tant que vous êtes là aujourd'hui, je profite de cet instant pour mettre fin à ces fameuses rumeurs qui ont traîné partout sur Internet et avoir le fin mot directement par vous. L'apport des musiques donc de Raïm Saban, Chouki Lévi et Noam Kaniel a été, je pense, fondamental à l'époque puisqu'elles ont marqué les esprits. Pourquoi seul Noam finalement compose aujourd'hui et pourquoi finalement, qu'on sache, le doublage a-t-il été changé et avez-vous été réellement ravi en toute honnêteté de tous ces changements? Pouvez-vous nous donner une explication? Bien sûr, l'idéal, c'est de pas changer, mais enfin, 30 ans plus tard, vous savez, malheureusement, il y a des gens qui sont plus là, qui ont quitté ce monde, et des gens qui ont vieilli, qui ne sont plus capables de faire ce qu'ils ont. On a tous une usure du temps. Il y avait un autre élément, qui est un élément de quota français. Il fallait le produire en quota français. Noam Kaniel, qui était tout jeune garçon à l'époque avec Chouki et Raïm Saban, on avait fait la musique, et vit à Paris, donc il fait partie des quotas français. C'est beaucoup plus facile. Et Noam était vraiment le plus proche de tout ça, puisqu'il a travaillé avec nous à Los Angeles, il avait travaillé avec nous partout, donc il était tout jeune garçon à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui est Noam Kaniel, c'était un enfant prodige qui à 9 ans, je crois à 9 ou 12 ans, a gagné le concours de l'Eurovision. Il a fait beaucoup de succès. Oui, c'était Viens maman, on va danser. Viens danser avec maman, ce genre de choses, qui a eu beaucoup de succès dans les années, fin des années 60, 70. Fin des années 70. C'est un musicien extraordinaire, c'est aussi un type extraordinaire. Il est gentil, il est adorable, il aime ce qu'il fait. C'est un bonheur de travailler avec lui. C'était un bonheur de travailler avec Chouki et on a continué le même bonheur à travailler avec Noam. Donc c'est la même chose. Il y a aussi des complications de droits. Les droits ont été vendus, ils ont été repris, etc. Il y a tout le côté juridique qui est vraiment malheureusement un peu ce qui nous empêche de sourire. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Mais on est dans un monde aujourd'hui très très structuré et c'est pas facile d'avancer avec seulement la passion. Il y a plein de choses derrière. Alors, en ce qui me concerne les doublages, j'en parlerai moins, c'est Bernard qui a suivi ça mieux que moi. Oui, non, c'est que effectivement, il y a des gens qui ont disparu, donc pour ne parler que de Jean Topard, lui rendre hommage. Mais il y a également des gens qui ont vieilli, comme disait Jean, et il est difficile d'imaginer qu'on fait une série aujourd'hui, une première série, et ensuite suivie de 2 autres, parce qu'il est question que ce soit suivi de 2 autres séries. Donc ce qui nous emmène
5 ou 6 ans dans le futur. Donc comme beaucoup de gens vieillis, on nous a demandé de prendre des comédiens dont on était sûr que la voix pouvait durer, et surtout des comédiens qui avaient l'endurance. C'est vrai qu'il y a dans les gens qui ont vieilli, on a fait des essais avec eux, et il y a des gens qui n'avaient plus le tonus pour jouer des enfants, puisqu'à l'époque, les enfants étaient joués par des adultes, je vous rappelle. Donc aujourd'hui, ces enfants des Cités d'Or, je veux pas, enfin vous le savez tous, qui a doublé Jackie Berger, entre autres. Exactement. Donc c'est des personnes qui ont 70 ans. Donc voilà, il va falloir. Il y a plus la même. On a trouvé qu'il n'y avait plus la même énergie. Il y avait une demande très forte de la chaîne pour ça, et donc moi j'ai adhéré complètement à leur demande. Et je pense que le résultat est pas si mal que ça, parce que quand on compare les deux séries, je crois que les voix sont quand même très très proches. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais je crois que moi, j'ai pas de problème avec une voix qui me paraît très bizarre, ou j'ai l'impression que ce sont les mêmes personnes qui parlent. Alors évidemment, les avis sont divers et variés. On laissera chacun donner son opinion personnelle. Il y a aujourd'hui donc un manga des Cités d'Or par Thomas Bouvray et son équipe que vous avez supervisé. Qui est en dédicace sur le salon d'ailleurs. Voilà, profitons-en pour le faire un petit clin d'œil. Nous avons donc cette nouvelle série de TF1 qui a démarré, je crois, le 7 avril dernier, le dimanche. Tous les dimanches matin. Le Blu-ray aussi, chez Kazé. Oui. Donc ça fait pas mal d'éléments. Et je crois qu'il y a autre chose aussi qui est en préparation actuellement. Et on va laisser le mot à Monsieur Chalopin. Oui, vous savez, les Cités d'Or, comme beaucoup de choses qu'on a pu faire avec Bernard, on était passionnés, étant gamin, on était très passionnés de cinéma. Théâtre et cinéma, peinture dans tous les sens, alors ça remonte à très loin. Donc notre rêve, ça a toujours été de faire un film, un long métrage. Et aujourd'hui, on va accueillir dans quelques minutes, je ne sais pas s'ils sont là. On va accueillir donc le producteur Raphaël Benoliel. Voilà. Donc si Raphaël peut se joindre à nous. Donc Raphaël est passé à un accord avec nous maintenant. Il va donc développer, on a travaillé depuis un certain temps, c'est pas d'aujourd'hui, mais on a décidé de ne pas l'annoncer tant que ce n'était pas sûr, donc de développer un long métrage en vue réelle des Cités d'Or. Et en fait, quand je dis un long métrage, je suis un peu restrictif ici parce que son projet est une série de longs métrages. Alors voilà, Raphaël. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un peu perdu ma voix. Mais oui. Alors, je suis assez content de l'annoncer officiellement ici à Nice, parce que je suis niçois, donc je trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments. Et ouais, c'est bien. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelques mois, 1 an et demi, maintenant 2 ans peut-être, Jean m'a confié les droits d'adaptation, et je suis très heureux. Et donc on travaille ardemment dessus, et j'ai rencontré d'autres personnes au fil du temps, dont Virgile Offray qui est avec moi et qui a sa petite caméra, il faudrait qu'il arrête de filmer un moment quand même, et qui est un fan comme vous des Mystérieuses Cités d'Or, et qui va suivre un petit peu à mes côtés l'évolution et partager tout ça sur Internet pour que vous puissiez participer à l'aventure également. Mais je vais peut-être, si tu veux parler, dire quelque chose. Merci Raphaël. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là avec vous tous aujourd'hui. Si un jour on m'avait dit que je partagerais la même scène que Bernard Derriès et Jean Chalopin, je l'aurais pas cru, même si je l'ai espéré très très fort. Et bien il faut croire toujours en ses rêves, parce que le rêve devient réalité aujourd'hui. J'ai une chance exceptionnelle, c'est d'avoir rencontré Raphaël grâce à un petit travail que j'ai réalisé et qui va vous être projeté dans quelques instants. Un petit cadeau pour annoncer sur Internet justement la mise en chantier du film, pour annoncer aussi le lancement du site sur lequel vous pourrez donc suivre l'évolution du projet, l'envers du décor, les coulisses, le making-of, avec également... Est-ce que je peux parler du fans funding? Ou c'est... C'est trop tard. En fait, le site aura une dimension participative, parce que vous pourrez aussi, pour les fans qui le souhaiteront,
participer au financement du film. Je devrais laisser parler Raphaël sur cet aspect-là, parce que c'est quand même des films qui coûtent très très cher à produire. Et si les fans peuvent participer, c'est une série qui est culte à travers le monde entier. C'est 28 pays de diffusion, des millions de fans, on espère. Et voilà, vous pourrez suivre bientôt tout ça sur Internet, sur l'adresse du site qui va être projeté avec le teaser. Merci. Alors, Raphaël, hormis le fait que vous soyez niçois, et je vois que les réactions sont plutôt favorables, il serait bon ton, puisqu'on connaît bien Jean et Bernard, peut-être de vous présenter un petit peu et de savoir quel est un peu votre cursus cinématographique avant de rentrer dans, entre guillemets, le vif du sujet. Bien sûr. Alors, moi j'ai fait beaucoup, et encore aujourd'hui, beaucoup de productions exécutives pour les productions étrangères en France, et c'est comme ça que... Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup à l'international. Et il est vrai que même si Les Mystérieux Cités d'Or, bon, c'est un projet déjà international au départ, mais c'est pas un film qui pourra non plus être, c'est pas un film français, de par les moyens qui vont devoir être. Et donc c'était pour ça que c'est aussi un sujet qui m'a intéressé au-delà de quand j'étais enfant, bien évidemment, et d'un rêve. Et j'ai eu la chance, pour parler un petit peu de ce que j'ai fait, donc de participer à des productions étrangères qui se sont tournées en France ou même à l'étranger. Et notamment beaucoup avec, au départ, Working Title, qui est une société anglaise, donc j'ai travaillé sur Love Actually ou Bridget Jones. Le film qui a un petit peu changé ma vie, parce que j'ai coproduit le film de Woody Allen, Minuit à Paris. Et donc, avec les Oscars et autres, forcément, ça a changé un petit peu ma carrière. Et depuis, j'ai participé au Schtroumpf 2, qui va sortir cet été, Red 2 et bien d'autres productions internationales. Est-ce que pour le film des Cités d'Or, il a été arrêté, que ce soit forcément un film live? Est-ce que c'était tout de suite la décision de départ? Parce qu'il y a eu tant de rumeurs pendant quelques années qu'un film d'animation pourrait être produit, alors on est un peu perdu finalement. C'était mon envie de base, mais c'est vrai qu'il y a un an, on a lancé un petit sondage sur Facebook qui s'adressait aux fans, et c'est pour ça que c'est important, avec la présence de Virgile et autres, que vous participez tout le temps à ça. Et le résultat de ce sondage était que plus de 60%, je crois, de tous les gens qui ont bien voulu répondre souhaitaient à plus de 90% une adaptation cinématographique et à plus de 60% une adaptation live. Donc voilà. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, puisque Jean le disait si bien tout à l'heure, les fans ont tellement contribué à faire revenir les Cités d'Or par la grande porte à la télévision, il y a possibilité que les fans participent donc à la grande aventure pour construire peut-être une Cité d'Or avec vous? C'est le but. C'est pour ça. Je vois déjà des mains qui se lèvent apparemment. Et donc on va pouvoir vous passer un peu la parole. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir en fait si vous aviez déjà pour le film un casting arrêté. Non, ce n'est pas un message subliminal, d'accord? Ok. Pourquoi? Je pourrais pas faire Esteban, d'accord? Merci. Mais Mendoza peut-être. Le perroquet? Non. On a forcément des envies, mais c'est encore trop tôt. On est au stade de l'écriture du scénario, donc c'est vraiment trop tôt. Même si on pense à des personnes, mais c'est pas possible et certainement pas pour les enfants aujourd'hui, forcément. Des personnes connues, un casting international. Les enfants, je pense, ne seront pas connus, puisque vu l'âge, si on rentre en production dans 2 ans, ça change tellement, c'est pas possible. Après, pour les adultes, forcément, on a des gens auxquels on pense, mais on est ouvert à toute proposition. Très bien, je vais passer vous voir tout à l'heure, alors. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Ma question porte plus sur vos travaux passés. Est-ce qu'un jour on aura l'occasion d'avoir un artbook des Cités d'Or ou d'Ulysse 31 ou qui regrouperait vraiment le travail artistique de ces séries-là? Merci. Bon, c'est possible, c'est toujours possible. On le disait tout à l'heure avec horreur, et je vais vous faire tous frémir d'horreur parce que je vais dire. À l'époque, on n'avait pas du tout conscience de ce que représentaient les cellos et la valeur de ce qu'on faisait, et ça prenait beaucoup de place parce que tout se faisait à la main. Aujourd'hui, ça se fait par ordinateur. Donc, tous les 2 mois, on brûlait 4 tonnes de cellos. On passait à l'incinérateur. Alors, donc, c'est effrayant, mais c'est une réalité du passé.
et ça prenait de la place et il fallait les éliminer. Je dois dire qu'on a tous ensemble gardé quelques cellos ici et là, mais on n'a pas. Donc le artbook des Cités d'Or, oui, probablement, mais recomposer avec le passé est assez compliqué parce que même notre ami Kaneko n'a pas gardé grand-chose, presque rien. Et je dois dire qu'on a presque plus de choses ici même. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est justement par les fans qui nous disent voilà, j'ai obtenu ça, j'étais au Japon à cette époque, j'ai fait ça, etc. On n'a presque rien gardé. Alors donc faire un artbook, c'est possible qu'on le fasse, ce sera presque une recréation à partir de ce qu'on n'a plus, malheureusement. Voilà. Il y a un livre sur les Cités d'Or qui va paraître. Ce ne sera pas un artbook, mais il y a un livre que vous allez publier dans quelques semaines, c'est ça, dans quelques mois. Gilles Broche, voilà. Sur les Enfants du Soleil vont publier, non pas artbook, mais enfin ça ressemblera quand même pas mal, un livre sur les mystérieuses Cités d'Or aux éditions Soleil. C'est bien ça, Gilles? C'est bien ça. Bonjour. Je voulais savoir, pour le film, sur votre première saison, il y avait vraiment une valeur éducative qui était assez importante et au niveau des faits historiques. Et je voulais savoir si le film, vous avez pour projet de le baser sur un fait historique assez précis de l'époque des conquistadors. On écrit le scénario basé sur la première saison, donc forcément, il y a on va respecter au mieux. Après, comme toute adaptation, forcément, il y a certaines libertés qu'on va devoir prendre pour aussi l'ancrer dans un monde cinématographique, ce qui est différent. Mais on essaye, et avec le concours aussi de Jean qui est là pour veiller à ce qu'on ne trahisse pas la série, à respecter au mieux ce qui a été fait de la saison 1. Voilà. Ça me donne l'occasion de dire quelque chose par rapport à la saison 2. Vous avez vu la réalité historique, on a essayé de la suivre le plus possible, et la réalité géographique aussi, puisqu'il y avait derrière l'aspect culturel, les documentaires. Et dans la saison 2, actuellement, on s'est beaucoup battu pour qu'il y ait une précision géographique, culturelle, puisque ça se passe en Chine, et historique. Et ce n'était pas toujours facile, pour des tas de raisons. Mais je crois qu'on a très bien réussi ça. On a travaillé beaucoup de rigueur là-dessus. Moi, j'étais en Chine à l'époque, ça se faisait. Et grâce à ça, je crois que le musée Guimet fait une exposition, le musée des arts asiatiques fait une exposition sur les cités d'or, sur le thème de la Chine. Et j'ai rencontré il y a quelques mois la personne qui s'occupe de ça, qui m'a dit qu'elle a trouvé que c'était extraordinaire ce qui a été fait dans les cités d'or cette année, parce que c'est pour la nouvelle saison, je veux dire, parce que c'était très proche de la réalité géographique, historique et culturelle, et architecturale aussi. Donc, je rends hommage aux producteurs de Blue Spirit là-dessus. Les documentaires ont été conservés, c'est ce que je voulais dire. Oui, bien sûr, les documentaires, la partie documentaire a été conservée. Celle qui, je pense, a fait une partie du succès de la première série. On a quand même réussi à la conserver dans la deuxième série, ce qui est un plus, je pense, culturel. Oui, par rapport aux bandes son de la première série des Cités d'Or, on a dit à un moment donné qu'elles étaient perdues. Il y a eu quelques rééditions en CD. Est-ce qu'un jour, on aura peut-être la chance d'avoir l'intégralité de la bande son de la série originale? Moi, j'ai pas la réponse. Qui a la réponse? Je ne sais pas. Malheureusement, j'ai pas la réponse, mais je sais qu'il y a plein de projets là-dessus. J'ai entendu parler ce matin par quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un projet de réédition des bandes son originales. Je sais pas, on ne sait pas. Vous savez, malheureusement, les droits ont été, ça a été vendu, revendu, repris, etc. Et c'était tellement difficile. Et ça appartient à qui actuellement? Les droits originaux, je crois que ça appartient à Warner Chappell. Ça appartient donc à Maison Warner aujourd'hui, qui est vous savez. Ça a été racheté, donc ça appartient, Warner a été racheté à un monsieur qui s'appelle monsieur Len Blavatnik, qui vient de la chimie, et qui a racheté Warner récemment. Vous savez, les achats, les reventes, fait que les droits se retrouvent ici et là. C'est assez compliqué. Est-ce que c'est impossible de faire quelque chose? Non, c'est pas impossible, mais c'est un travail, un gros labeur à chaque fois. Donc, j'ai entendu parler d'un projet ce matin, donc c'est possible que ça existe. Voilà, et les bandes existent toujours, elles ne sont pas perdues? Ah oui, les bandes ne sont pas perdues, les bandes existent absolument. Simplement, il faut que quelqu'un fasse l'effort d'aller renégocier la sortie de ses droits et le fasse. C'est tout. C'est pas simple.
Je reviens sur un sujet qui a déjà été parlé il y a quelques secondes, les documentaires qui sont à la fin des épisodes. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de les mettre ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, c'était pratiquement impossible pour nous de faire une série animée qui ne soit pas un peu éducative. Bon, moi, j'ai toujours un principe dans la vie, on était très jeunes à l'époque, c'est on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc si on veut apprendre aux enfants quelque chose, il faut leur donner quelque chose qui les attire. C'est la même chose pour Ulysse 31. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez enfant, mais beaucoup d'écoles ont mis à l'étude l'Iliade et l'Odyssée grâce à Ulysse 31. C'était étudié partout. Pour les Cités d'Or, c'est un peu la même chose. On a voulu utiliser la base historique du livre de Scott Odell. Bien sûr, notre imaginaire a décollé à partir de ça, mais on a voulu garder quelque chose de réel. Donc, il y a des documentaires qui ont été faits, qui étaient produits par NHK à l'époque. On s'est beaucoup posé la question pour la nouvelle série s'il fallait ou non les garder. Ça nous a semblé absolument essentiel de les garder. Donc, on a continué les documentaires là-dessus. Voilà, c'était vraiment au départ d'avoir ce lien avec un côté éducatif. Mais bien entendu, le distractif, l'imaginaire domine là-dessus, et le point éducatif derrière, simplement pour montrer que ce qu'on a fait est réel et qu'on a un imaginaire sur un décor qui est réel. Je voulais dire qu'avec la voix de Jean Topard, qui était chaleureuse, en même temps profonde, et qui savait avoir un peu de fantaisie de temps en temps, ça a été un supplément à ce succès. Et Jean Topard, à l'époque, on l'avait déjà pris pour Ulysse 31, c'était lui qui faisait Zeus, la voix de Zeus. Et il faut savoir que c'était un grand acteur, très connu à la télévision, et moi qui me faisait rêver, moi, dont la voix me plaisait beaucoup, et c'est pour ça qu'on l'a pris pour faire Zeus d'abord, et ensuite le commentaire des documentaires. Il était très connu aussi au théâtre, au cinéma, dans ses rôles de Rocambole. Puis on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'on a oublié. Rocambole, voilà. Et Noam, on parlait beaucoup de son travail tout à l'heure. Pour certains qui ne le sauraient pas, il a fait aussi Goldorak, parce qu'on a parlé beaucoup des musiques. Vous vouliez rajouter quelque chose sur Jean Topard, peut-être, Jean ? C'est un acteur extraordinaire, c'était un plaisir. On a eu la chance de travailler avec lui sur plusieurs séries. C'était quelque chose un grand plaisir, parce que c'était d'abord un acteur de théâtre et un grand acteur de théâtre. Y a-t-il une dernière question ? Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Ça fait quoi d'avoir bercé des millions et des millions et des millions de fans? Parce que vous êtes encore jeune, et vous pensez qu'il y a encore du futur à faire, et encore beaucoup de choses. Ça fait quoi en tant que personne de se dire j'ai bercé autant de personnes? Franchement, je ne sais pas. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Mon père m'a raconté des histoires depuis que j'étais tout petit, et je crois que j'ai toujours eu le goût de... Vous savez, quand on fait briller les yeux des enfants, on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que j'aime bien faire briller les yeux des enfants. Donc si j'ai réussi à faire briller vos yeux à un moment donné, et que quelque part vous avez gardé un petit peu ça au fond du cœur, c'est formidable. C'est très personnel, et c'est vraiment... c'est presque privé, je dirais. Donc je ne sais pas. C'est vraiment le plaisir de raconter une histoire qui était dans mon cœur, dans ma tête, celle de Bernard, celle de toute l'équipe. Parce qu'encore une fois, c'est très facile de prendre crédit là-dessus, de dire j'ai fait, mais c'est un travail, les dessins animés, c'est un travail d'équipe énorme. Tout le monde contribue. Il n'y a pas un créateur au-delà des autres. Moi, j'étais plus un rassembleur qu'un créateur. Et je crois qu'on a travaillé tous ensemble pour faire ça. On a tous apporté un peu de nos rêves, de nos idées, de nos passions, de nos cauchemars, parce que la peur fait partie du rêve. Et c'est ça. Et si on a réussi à vous toucher, peut-être parce qu'on a fait les choses avec toute notre âme et notre vérité. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, j'ai envie de dire au revoir et à bientôt.